Frédéric la regarda songeur. Elle l'intriguait. Son téléphone sonna et il décrocha. « Je reviens de l'enterrement, dit Fanny Gilardi. Ce serait bien que tu passes. »« Au club ? » ?»« Non, chez moi. Je vais prendre une douche et me changer. »« Mais normalement, je dois retourner à la boutique, dit-il. »« Eh bien, tu n'as qu'à prévenir que tu as un rendez-vous chez ton banquier. C'est un peu ça, non ?»« Ok, Fanny, soupira-t-il. Tu sais toujours trouver les mots qu'il faut. » Fanny occupait les combles de sa salle de sport transformée en loft. La vue était spectaculaire et elle n'avait pas lésiné sur l'aménagement. Tout était blanc ou noir. Mur blanc, parquet noir, cuisine blanche, frigo et autres appareils ménagers noirs. Canapé et chaises blanches, table basse et table haute noire, et ainsi de suite. Quand Frédéric sonna, elle avait déjà rendossé sa tenue sportive, après la cérémonie du cimetière. Leggings noirs, courte tunique blanche en coton perlé, basket noire et blanche, les cheveux sagement noués en queue de cheval, et elle avait préparé une tisane qui infusait sur la table basse dans une théière en porcelaine blanche. « Bon Dieu, j'ai horreur de ça, les enterrements, dit-elle, en versant la tisane dans 2 bols japonais laqués noirs. Je commençais à cafarder. Merci d'être venu, j'avais besoin de parler avec un pote. Frédéric s'abstint de souligner qu'elle ne lui avait pas vraiment laissé le choix. Mais tu étais obligé d'y aller ? Évidemment. Et toi, ton frère, ça va ? Comme ça. Il fait mine que tout va bien, mais je le connais, il a morflé. Il y avait une réunion de psy à l'hosto, j'y suis allée avec lui. Il y avait beaucoup de monde ? Non, on était une douzaine. J'ai rencontré une certaine Valérie. Elle était venue pour sa sœur, Estelle. Et puis Gaëlle, une petite avocate qui a perdu la vue. Gaëlle Bouchard et l'autre, ça doit être Valérie Ménard, née d'Aubenton, la femme du flic Laurent Ménard, celui qui a arrêté le tueur. Tu es sûre ? Bien sûr que je suis sûre, dit-elle piquée. Pourquoi ? Parce qu'elle disait que rien ne prouve que Magnus est coupable. Tiens donc, elle a dit ça. Mais elle doit savoir des trucs qu'on sait pas. Tu as parlé avec elle ? J'ai essayé, mais elle était beaucoup plus intéressée par Gaëlle Bouchard. Ah bon ? Gaëlle est gay. Tu crois que Valérie... Non, pas intéressée dans ce sens-là, enfin je crois pas. J'ai vu ta maîtresse, dit-elle, avec son gros porc de mari. Aurélie Bouchard n'est pas ma maîtresse, je couche avec elle parce que tu me l'as demandé, point. Bah, avoue que ça t'a pas trop gêné. Elle est accro, mais elle me fatigue. Quand est-ce que je pourrais rompre ? Quand je te le dirai. Mais qu'est-ce que tu as contre elle ? Fanny prit une inspiration. Rien. Je ne mélange pas le privé et les affaires, tu sais bien. Pas à moi, je sais que tu ne peux pas la saquer. Peut-être, mais ça n'a rien à voir. Tu peux me dire ce qui s'est passé entre vous, ça ne changera rien pour moi, et je suis une tombe. Oh, bon, après tout. Du temps où j'étais en pension avec elle, Aurélie Bouchard était jalouse de moi, et elle m'a accusée de l'avoir volée, après avoir caché des objets qui lui appartenaient dans mon casier. Un grand classique. On m'a virée. Ok, mais c'est quand même loin tout ça, non ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Raconter à son mari nos parties de jambes en l'air ? S'il divorce, il sera obligé de lui fournir une énorme prestation compensatoire. Tu parles d'une vengeance ? Quel intérêt pour toi ? Tout ce que je te demande, c'est qu'elle soit toujours accro. Le reste, ça me regarde. Elle fixa soudain Frédéric d'un œil critique, se pencha en avant et lui pinça la peau du ventre. « Hé !» dit-il en reculant. « Qu'est-ce qui te prend ?»« Mais c'est quoi ce bide ? Il faut que tu reprennes l'entraînement, mon petit gars. J'ai pas besoin d'un pépère avec le ventre en avant. Dans ma bande, on se laisse pas aller. Ok ? » « Je voudrais te montrer quelque chose, dit Gaëlle à Marianne. » Elle tâtonna sur la table de la cuisine et prit le trousseau de clés qu'elle avait préparé. « Ça ne t'ennuie pas de conduire, ma voiture est garée au parking. » Dans la petite voiture, Gaëlle tendit le doigt vers le pare-brise. « Regarde sur le GPS dans le menu « Destination récente ». Clique sur « Route de la justice ». Marianne obéit et démarra. Elle jetait de fréquents coups d'œil à sa belle-fille, assise sagement à côté d'elle, les mains posées sur les genoux. Comment pouvait-elle être si sereine ? Marianne savait que Gaëlle était intelligente et déterminée, mais elle ne lui soupçonnait pas une telle force de caractère. Ou alors était-ce une façade ? Non, la jeune femme avait déjà pris la mesure de son handicap et elle avait décidé qu'elle ne se laisserait pas abattre. Elles sortirent de la ville et traversèrent une banlieue semi-industrielle avant d'accéder à une demi-campagne. La petite voiture emprunta une route qui serpentait vers les hauteurs, passait sous la nationale et débouchait sur les premières maisons aux toits rouges du quartier du Puiseux. La route indiquée remontait vers les hauteurs et Marianne gravit la côte jusqu'à ce que le GPS la fasse tourner à droite et prendre un quasi-sentier à une voie, la route de la justice. Des souvenirs d'enfance ressurgissaient à mesure que le paysage déroulait devant elle.
La potence destinée aux condamnés à mort roturiers, les nobles étant décapités devant le palais de justice, avait été édifiée au bout de ce chemin quelques centaines d'années plus tôt, ce qui lui avait donné son nom. Le sentier devenait une sente qui s'enfonçait dans un petit bois aux arbres jeunes, mélange de feuillus et d'épineux, une futaie peu entretenue, où les troncs s'empêtraient dans des taillis broussailleux. Un paradis pour le gibier et un cauchemar en cas d'incendie de forêt. Les branches et les fougères fouettaient la carrosserie de la voiture qui avançait qu'à, presque au pas. « Je crois que tu peux bientôt t'arrêter, dit Gaël. Il n'y avait pas d'arbres, ici, dans le temps. C'était une carrière, remarqua Marianne. Exactement. Une carrière abandonnée depuis longtemps. Mais les arbres ont été plantés il y a une trentaine d'années par-dessus la carrière. Tu vois, il n'y a pas de vieux arbres. Marianne lui jeta un regard surpris. Non, Gaëlle ne voyait pas le paysage, mais elle savait, et elle se souvenait. Elle ouvrit la portière et descendit, presque sans tâtonner. Marianne la rejoignit. « Avançons un peu dans le bois, dit Gaëlle. » Marianne la prit par la main, et les deux femmes s'enfoncèrent de quelques dizaines de mètres entre les troncs et les branches qui leur frôlaient les jambes. La jeune femme progressait lentement, mais presque sans hésiter ni trébucher, comme si elle pressentait les obstacles. Elle s'arrêta en tendant la main en avant. « Ça devrait être bientôt là, dit-elle. »« Quoi ?»« La barrière. » Marianne avança encore un peu dans la futaie. Entre les feuilles et les ronces, il lui sembla avoir une illusion d'optique, comme si le taillis avait adopté des formes géométriques. Mais non, ce n'était pas une illusion. Ce qu'elle voyait, dressé devant elle, c'était une grille, dont la maille d'acier épaisse était recouverte de plastique vert et marron, aspect camouflage. Elle leva les yeux, puis regarda des deux côtés. Le mur, car c'était un mur, même si on distinguait l'autre côté à travers le tressage des fils, s'élevait à plus de 3,50 m de haut, et le grillage était boulonné à des poteaux d'acier également peints en marron et vert, espacés de 2 mètres. À moins de disposer d'outils, et pas de n'importe quels outils, cette barrière était infranchissable. Pourquoi empêcher les promeneurs d'accéder à une carrière abandonnée ? En approchant encore du grillage, Marianne vit que des fils beaucoup plus fins, recouverts de plastique transparent, s'inséraient entre les mailles. Du courant électrique ? Toute rupture ou tentative d'intrusion devait probablement provoquer une alerte. « Tous les 25 mètres, dit Gaëlle. Il y a un panneau qui interdit le franchissement de la barrière sous peine de poursuite et qui évoque le danger d'éboulement. » « Cette grille existe depuis quand, tu le sais ?» demanda Marianne. « Depuis 10 ans. Depuis que les gens ont commencé à se poser des questions sur le taux de cancer dans le lotissement du Puiseux. » « Quel est le rapport ? » « Il y a eu une enquête et des recherches faites, y compris par des habitants du Puiseux. Et on a découvert que cette carrière désaffectée a sans doute servi, il n'y a pas de preuves formelles, mais de fortes présomptions, de dépôt pour des résidus de l'exploitation minière de l'uranium entre 1960 et 1990. C'est un des milliers de sites clandestins où a été effectué ce genre de dépôt. Les mines d'uranium ont cessé d'être exploitées en France au début des années 2000, et depuis, c'est presque comme si ça n'avait jamais existé. Je ne suis pas physicienne, mais je sais que le CRI-IRAD, qui est une association 1901 et le seul laboratoire français indépendant à mesurer la radioactivité et à répertorier les sites radioactifs, a décelé ici, et dans les cours d'eau qui descendent de la colline, des traces de sous-produits extrêmement dangereux, comme le radium-226 et le radon, un gaz qui provoque des cancers du poumon si on y est trop longtemps exposé. Marianne soupira. « À qui appartient cette carrière ?» dit-elle. « La vraie question, c'est à qui appartenait cette carrière, quand elle a été transformée en poubelle pour produits radioactifs. Et la réponse est « à mon père. »